Bienvenue à tous et merci pour l'intérêt porté au webinaire que nous vous proposons aujourd'hui, qui va parler de la circulaire 5 juillet 2021 relative au handicap, à la vie intime et aux violences en établissements socio-médico-sociaux. Je suis donc Hélène Bonte, coordinatrice du Centre Ressources Antimagir, et je suis aujourd'hui accompagnée de deux de mes collègues que je vais laisser se présenter. Bonjour, Marie Pirot, donc conseillère technique pour Antimagir. Et bonjour à toutes et tous, donc c'est Philomène, je suis conseillère technique au CRIAE aussi, et juriste de formation. Donc, on vous propose aujourd'hui, sur 1h30 de temps, de vous parler de cette circulaire. Vous aurez la possibilité de nous poser des questions. On vous propose des temps de questions après chaque partie de cette présentation. On vous propose de pouvoir nous poser ces questions donc, dans le chat. Et bien évidemment, s'il y a d'autres questions qui vous viennent à côté du chat, vous pouvez aussi, on pourra engager une conversation, bien évidemment. Il n'y aura pas de souci là-dessus. Donc, un temps de questions. Le PowerPoint également qui va vous être présenté vous sera envoyé. Donc, pas de panique si vous n'avez pas le temps de tout écrire ou de tout prendre en note. Et le webinaire est également enregistré, ce qui nous permettra de le diffuser ensuite sur le site internet du Centre Ressources Antimagir. Voilà, ce qui vous permettra également de le diffuser aux personnes qui n'ont pas pu être présentes en direct. Je vous propose de démarrer par la présentation dans un premier temps du Centre Ressources Antimagir et dans un second temps de rentrer dans le vif du sujet qui est la circulaire de 2021. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Donc là, je vous autorise à ouvrir vos micros et à me dire oui, je croise les doigts pour que ce soit bon. Oui, c'est OK. Oui, c'est bon. Alors, on est parti. Alors, le Centre Ressources Antimagir. Alors, j'ai la salle d'attente du coup. Hop, il s'affiche. Le Centre Ressources Antimagir, à qui il est destiné? Ce centre ressources, c'est un centre ressources régional qui se veut être le point de convergence de trois thématiques qu'on va voir juste après, mais qui est surtout le point de convergence d'une part pour les professionnels, pour les institutions, pour les personnes concernées et également leur entourage. Donc toutes ces personnes, donc, en l'occurrence beaucoup de monde, peut nous contacter, peut nous interpeller au sujet des trois thèmes que fait le Centre Ressources Antimagir. Les trois thèmes dont je vous parle sont les suivants. Donc, la vie intime, affective et sexuelle, la lutte contre les violences et la parentalité. Avec un point commun, c'est que ces trois thèmes concernent les personnes en situation de handicap. Le Centre Ressources Antimagir, c'est une porte d'entrée régionale pour ces trois thèmes, mais qui concernent les personnes en situation de handicap. Voilà, ça c'est le sujet transversal. Donc, quand on parle de point de convergence, c'est dans le sens où on cherche à faire en sorte que ce centre ressources soit un centre facilitateur de plusieurs choses, pour la compréhension des textes et de ce qui existe sur ces trois sujets, que ce soit un centre facilitateur au niveau de l'orientation, quand on nous pose des questions sur des lieux, des professionnels, des expertises qui existent sur le territoire, on a pour mission d'orienter selon le principe de subsidiarité, mais d'orienter de façon efficace et de faire du lien entre les professionnels, entre les personnes concernées et les professionnels, entre les personnes concernées elles-mêmes. Voilà, donc on essaye de faciliter tout ce qui tourne autour de ces trois thématiques et pour les personnes en situation de handicap. On a un rôle également
parallèlement au côté facilitateur de lisibilité. On essaye de faire en sorte que les informations soient plus visibles. On n'est pas là pour tout inventer ou réinventer le fil à couper de beurre, hein, comme on dit, mais d'essayer de rendre accessible ce qui existe déjà, de rendre plus visible ce qui existe déjà, et d'identifier aussi ce qui n'existe pas encore et ce qui serait pertinent de mettre en œuvre. L'une de nos dernières missions, c'est la co-construction avec les personnes concernées et les professionnels, la co-construction d'initiatives, d'événements, mais aussi d'outils. Et tout cela pour faciliter la vie des personnes concernées, mais aussi pour faire évoluer les pratiques des professionnels, les pratiques des aidants et les mentalités. Et là, par contre, on parle des mentalités de tout le monde. Notre mission générale, c'est la garantie de l'accès à l'information et aux droits des personnes concernées en matière de vie intime, affective, sexuelle, de lutte contre la violence et de soutien à la parentalité. Avec différents objectifs, donc comme je viens de vous le dire très rapidement, hein, l'information, la communication, la sensibilisation des personnes concernées et de leurs aidants professionnels ou familiaux, sur des repères clairs, des repères accessibles sur nos 3 thèmes. On a aussi une mission d'écoute et de recueil de la parole, notamment à travers une ligne d'écoute téléphonique qui est ouverte tous les après-midi et le samedi matin, qui est destinée aux personnes concernées, qui est gratuite, anonyme et confidentielle, et qui est destinée donc à accueillir les besoins, les vécus et toutes les questions des personnes concernées et leur entourage familial. Non pas pour les professionnels, mais on est vraiment sur les personnes concernées et leur entourage familial. On a une mission d'orientation et de conseil, hein, comme je venais de vous le dire, hein, sur les ressources et structures adaptées du territoire de Hauts-de-France. Et nous avons une dernière mission de pilotage, de coordination et d'observation du territoire, avec l'identification des besoins, une identification aussi de l'existant, favoriser le lien entre les acteurs et mettre en place des réponses à ces mêmes besoins que nous aurons identifiés. Très rapidement, quelques exemples de ce qu'est le Centre Ressources Intimagir en Hauts-de-France. Donc la ligne d'écoute dont je viens de vous parler, donc vous avez le numéro de téléphone qui vous est présenté, c'est le 03 92 100 500. N'hésitez pas à télécharger ce flyer que vous trouvez sur notre site internet et à l'afficher dans vos locaux. Les répondants donc de... Ça crépite parfois assez fort, mais sinon ça va. D'accord. Merci pour vos retours. Oui, on est assez partagés, effectivement, parce que certaines personnes nous entendent très bien et d'autres moins. Alors, en tout cas, je vais essayer de parler moins vite et plus fort. Donc, je disais qu'il y avait la ligne d'écoute téléphonique, qui était l'un des outils que le Centre Ressources proposait, qui est gratuite, confidentielle et anonyme et qui est dédiée aux personnes concernées par le handicap et leurs aidants familiaux et à leur entourage. Nous avons également un site internet qui est consultable, dont vous avez l'adresse sur la partie droite de votre image, que nous vous invitons à consulter. Dedans, vous aurez les actualités, les documents officiels, mais également une ressource tech avec toutes les ressources que nous avons identifiées et qui nous paraissent pertinentes. Vous y trouverez également une cartographie des ressources du territoire, ainsi que les organismes de formation qui sont certifiés Calliope en Hauts-de-France. Vous avez également la possibilité de nous joindre par mail. Donc, vous avez sur le côté gauche de l'image l'adresse mail qui est intimagir@creaihdf.org. Derrière cette boîte mail, donc c'est ma collègue et moi-même qui répondons aux attentes, aux questions. Et alors souvent, ce sont des professionnels, mais pas que. On a aussi des personnes concernées qui nous contactent sur cette boîte mail. En tout cas, nous sommes joignables par ce biais-là également. Sur place, donc dans les locaux du CREAI, parce que le CREAI porte le Centre Ressources Intimagir avec des coporteurs historiques, mais la coordination est portée par le CREAI et Intimagir se trouve dans ces mêmes locaux, donc boulevard Montebello à Lille. Nous avons tout un nombre de ressources que nous mettons pour le moment en consultation sur place. Quand on parle de ressources, ce sont des jeux, des livres, des affiches, différents outils
sur les 3 thèmes du centre ressources et que nous vous proposons de vous montrer donc sur place. On a régulièrement des professionnels et de temps en temps des personnes concernées qui viennent nous voir pour pouvoir découvrir ces mêmes ressources et voir s'il est pertinent ou pas de les utiliser ou voire même d'en faire l'acquisition. Voilà. Et donc, sur le site internet, vous retrouverez également les mêmes informations avec toutes les ressources que nous avons, mais aussi celles que nous n'avons pas, mais que nous trouvons pertinentes. Voilà. Le site internet est un outil très intéressant que je vous invite à découvrir. Quelques exemples de ressources que vous pouvez, alors celles-ci nous les avons sur site, sur les différents sujets, sur la vie intime, la politique sexuelle, des coffrets sur le corps humain, des coffrets sur la santé sexuelle, notamment sur menstruation, des jeux, différents jeux pour favoriser la parole, des jeux pour identifier et lever les préjugés sur différentes situations de vulnérabilité, des jeux sur le consentement, des BD j'ai envie de dire du célèbre site Santé BD, que maintenant tout le monde commence à connaître, ou encore des jeux ou des supports sur la parentalité comme un père 3.0. Voilà. Donc là, c'est une toute petite vue de ce que nous avons, mais c'est ce genre d'outils que nous vous proposons de découvrir sur place. Parallèlement à cela, 2 fois par mois, vous avez sur notre page LinkedIn ce que l'on appelle la Minute Ressources, qui est un zoom sur une des ressources dont nous avons fait l'acquisition, mais qui va décrypter un peu plus profondément cette ressource et qui va vous expliquer comment elle fonctionne, quel est son objectif, comment on l'utilise, ainsi que le lien pour pouvoir vous procurer cette ressource. Et nous avons différents canaux donc de communication, donc le site internet dont je viens de vous parler, toujours notre adresse mail, la ligne d'écoute téléphonique et nos réseaux sociaux. Donc nous avons une page Facebook et une page LinkedIn. N'hésitez pas à vous y abonner pour pouvoir y retrouver toutes les informations et les actualités qui vous intéressent sur ces 3 sujets. Si vous le souhaitez, vous pouvez également, en scannant le QR code qui est sur votre droite, vous inscrire à la lettre d'info que nous vous enverrons donc, trimestriellement et qui reprendra donc une partie des événements que nous avons organisés, mais aussi une partie des événements à venir. Cette année, nous continuons à organiser, parce que nous faisions déjà l'année dernière des visios de présentation qui ont lieu donc tous les 2 mois, qui sont gratuites et qui présentent le centre ressources pendant 1 heure. On fait une visio un petit peu comme aujourd'hui. On présente le centre ressources et on a un petit temps de questions-réponses avec les participants. Nous organisons aussi des webinaires de présentation, de sensibilisation sur des sujets, sur des thématiques, comme nous le faisons aujourd'hui, et comme nous allons le faire, par exemple, le mois prochain sur la parentalité des personnes en situation de déficience intellectuelle. Nous sommes en train cette année de déployer des journées départementales de sensibilisation. Donc, nous en organisons une dans chaque département. Le matin est dédié aux personnes concernées et l'après-midi est dédié aux professionnels. Donc, nous proposons des parcours immersifs de découverte sur différentes thématiques. Et l'après-midi, des sensibilisations sur des thèmes comme la violence, le consentement, la vie intime, affective, sexuelle. Et on travaille sur des études de cas. Nous avons lancé, ça c'est une nouveauté de cette année, un réseau régional des référents vie intime, affective et sexuelle. Donc là, on est en plein dans le sujet du jour, parce que la circulaire, vous le verrez, parle de la nomination des référents vie intime, affective, sexuelle et lutte contre les violences dans les établissements. Donc ça y est, le réseau est lancé depuis le mois d'avril et des rencontres vont être proposées donc, tout au long de l'année donc, par ma collègue Marie qui va animer ce réseau régional de référents. À côté de ça, donc, nous avons créé cette année 3 comités techniques de personnes en situation de handicap qui vont nous aider grâce à leur expertise de vie, grâce à leurs expériences
à développer des sujets, à travailler des sujets dans un team Agir, notamment nos supports de communication, notamment le site internet, ou encore la création d'une BD itinérante que nous allons créer sur nos thématiques et que nous mettrons à disposition des établissements dans un but de sensibiliser les publics. Et nous allons organiser donc une journée porte ouverte le 18 juin, si je ne me trompe pas, le 16, c'est pour ça que je me tournais vers ma collègue pour qu'elle me confirme, le 16 juin, dans les locaux donc, du CREAI, qui sera une journée porte ouverte pour les professionnels, mais aussi pour les personnes que vous accompagnez, pour venir découvrir des ressources dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ça sera également un temps de partage, de jeu, où vous allez pouvoir venir expérimenter, essayer les ressources que nous vous mettons à disposition. Et donc, on pourra se rencontrer tout au long de cette journée autour de différentes animations. Voilà. J'en ai fini avec le Centre Ressources Intime Agir. Je reviens juste sur la slide d'avant. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, après chaque temps, on vous propose un temps de questions pour éviter d'attendre la fin du webinaire pour les poser. Est-ce que sur cette première partie de présentation du Centre Ressources Intime Agir, est-ce que vous auriez des questions ou est-ce qu'on passe tout de suite à la deuxième partie qui parle de la circulaire? Alors, est-ce que dans le chat, pas de questions? On n'a pas de questions. Du coup, on passe tout de suite. Juste une question, parce que nous, on n'est pas dispo, on a un événement à l'interne, justement le 16, alors que ça nous intéressait de venir sur place, découvrir vos ressources et potentiellement tester des choses avec les résidents. Est-ce que c'est possible de prendre rendez-vous à une date ultérieure pour venir sur place? Oui, c'est ce que nous proposons aussi tout le reste de l'année. Régulièrement, nous avons donc des personnes qui prennent rendez-vous avec nous et qui viennent découvrir. Alors, au démarrage, c'est une ou deux ressources, puis au final, les personnes découvrent toutes les ressources que nous avons. Et on a même des professionnels qui sont contribuants du CREAI, qui bénéficient des locations de salles dans nos locaux et qui viennent avec les personnes concernées pour pouvoir en profiter sur place. Voilà, avec les personnes concernées. Donc, c'est organiser ça avec vous pour réserver une salle et puis venir essayer des choses sur place, du coup. Oui. Oui, parfait, merci. Merci. Est-ce que quelqu'un a une autre question? Sinon, on passe à la circulaire. Allez, on passe à la circulaire. Alors, je vous dis bonjour à toutes et tous, parce que j'ai entendu qu'il y avait des personnes qui sont entrées en cours de présentation. Donc, je me représente, je suis Stéphie Lhomme, conseillère technique au CREAI France, docteur en droit et juriste de formation. Et pendant mon parcours, je me suis intéressée beaucoup aux droits des personnes en situation de handicap et notamment au droit à la vie intime, affective, sexuelle. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis là pour vous présenter en tout cas le contenu de cette circulaire. L'idée de ce temps, en tout cas de présentation, c'est que voilà, on puisse revenir rapidement sur le contexte, pourquoi cette circulaire est arrivée à un moment donné, son champ d'application, c'est-à-dire à qui effectivement elle s'adresse, cette circulaire, le cadre juridique aussi de référence, parce que en tout cas, si vous allez voir un peu la circulaire après notre webinaire, vous allez voir qu'elle reprend le cadre juridique de référence. Et puis, la structuration, en tout cas, de la circulaire en trois parties, qui reprend à la fois le rôle des établissements dans le respect de ce droit, l'accompagnement au quotidien par les professionnels, et puis un dernier point qui est agir et réagir contre les violences. Donc, on va passer tout de suite au contexte de la circulaire. Surtout, ne reprenez pas le numéro de la circulaire. De toute façon, on vous a mis le lien tout à la fin et donc vous pouvez retrouver la circulaire à la fois en facile à lire et à comprendre, ce qui est pas mal, et j'allais dire texte juridique normal. Alors, pourquoi la circulaire a émergé? En fait, elle a émergé dans le cadre du Grenelle de la lutte contre les violences en 2019. Parmi parmi deux autres mesures, donc il y a eu la création et le déploiement des centres ressources. Hélène a fait effectivement la présentation de celui en Haute-France. Le développement d'une formation en ligne pour les professionnels, on vous en parlera aussi tout à l'heure parce que la circulaire l'évoque. Et puis l'instruction à destination des établissements sociaux et médico-sociaux
pour rappeler la nécessité de respecter le droit à l'intimité, la vie amoureuse, les droits sexuels et reproductifs des personnes en situation de handicap et lutter contre les violences. Et donc, c'est effectivement de cette circulaire dont on va parler en tout cas aujourd'hui. Le champ d'application de cette circulaire, c'est-à-dire à qui elle s'adresse et quelle est sa valeur, aujourd'hui en tout cas, et c'est ce qui est parfois reproché à la circulaire, c'est qu'elle n'a pas de valeur juridique contraignante. Ça veut dire qu'elle est vraiment là comme un outil d'interprétation de ce qui existe et du cadre légal, mais aussi en tout cas pour aider les établissements à mettre en œuvre ce qui est prévu dans le cadre légal. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tout ce qu'on va vous dire après n'est pas opposable à vos établissements. Ça veut dire que même si vous ne respectez pas le contenu de cette circulaire, juridiquement, on ne pourra pas vous reprocher de ne pas faire ça. Voilà. Donc l'idée quand même, c'est d'aller dans ce sens-là, puisque j'allais dire, ça a été fait dans ce sens-là, sachant qu'il semblerait que ça puisse évoluer dans les années à venir, et notamment en 2026. Puisque dans le dernier plan d'action 2026-2027 relatif à la vie intime, affective et sexuelle et la lutte contre les violences pour les personnes en situation de handicap, il y a eu une orientation qui serait de faire un nouveau texte qui soit là opposable aux établissements. En tout cas, jusqu'à aujourd'hui, cette circulaire, elle existe, mais elle est vraiment là pour vous aider, vous, dans la mise en œuvre du respect au droit à la vie intime, affective et sexuelle, mais voilà, elle n'est pas opposable. Elle rappelle en tout cas des règles et en tout cas des droits qui sont déjà inscrits dans le cadre légal et elle vient effectivement préciser comment, sur le terrain, on peut mettre en œuvre ces droits-là. Son champ d'application, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il y a vraiment 3 axes. L'idée vraiment de cette circulaire, c'est de venir accompagner les établissements dans le respect des droits des personnes en situation de handicap sur cette thématique-là. Il y a toute une partie sur l'accompagnement des professionnels au quotidien, qu'est-ce qu'on fait pour respecter cette thématique-là. Et puis, il y a toute une partie aussi sur la lutte contre les violences, notamment agir et réagir contre les violences. Cette circulaire, elle est spécifique puisqu'elle s'adresse seulement, en tout cas, aux établissements et services médico-sociaux du secteur handicap, enfants et adultes. Même si, bien évidemment, elle peut s'appliquer à d'autres profils, mais en tout cas, inspirer d'autres profils, mais celle-ci, elle s'adresse qu'à ces établissements-là. Le cadre juridique, pourquoi on vous rappelle le cadre juridique de référence? Parce qu'effectivement, dans la circulaire, il y a toute une introduction qui est faite sur le cadre légal. Il faut savoir, mais je pense que vous le savez, dans notre secteur, dans le secteur social et médico-social, on utilise beaucoup le terme droit à la vie intime, affective, sexuelle et la lutte contre les violences. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, il n'y a pas de définition légale du droit à la vie intime, affective et sexuelle. Néanmoins, quand même, le cadre légal, il y a quand même une inscription qui est assez forte, en tout cas, de cette vie intime, affective, dans un cadre beaucoup plus large, en prenant d'autres notions que la vie intime, affective, sexuelle. Voilà. Parmi le droit commun, en tout cas, on évoque le droit à la vie privée et à l'intimité, la santé sexuelle, l'inclusion et l'autodétermination des personnes. Voilà. Ce sont effectivement des droits qui recouvrent le droit à la vie intime, affective et sexuelle. Donc, ouais. Je disais juste un petit décalage de quelques secondes entre le moment où nous on clique et le moment où les personnes. D'accord. Donc, je vais parler peut-être un peu plus. Ouais. Donc, plutôt que effectivement le terme vie intime, affective et sexuelle, c'est plutôt le terme santé sexuelle qui est évoqué et qui a été en tout cas retenu par l'Organisation mondiale de la santé. Il y avait 2 définitions, une qui a été faite en 2022 et une qui a été faite en 2012. Et là, on prend celle qui est la plus récente, mais voilà, elle définit la sexualité comme un aspect central de l'être humain tout au long de la vie, qui englobe le sexe, l'identité sexuelle et les rôles, l'orientation sexuelle, l'érotisme, le plaisir, l'intimité et la reproduction. La sexualité est vécue et exprimée dans les pensées, les fantasmes, les désirs, les croyances, les attitudes, les valeurs, les comportements, les pratiques, les rôles et les relations. La sexualité est influencée par l'interaction de facteurs biologiques, psychologiques, sociaux, économiques, politiques, culturels, éthiques, juridiques, historiques, religieux et spirituels. Voilà, ce qui est juste intéressant dans cette définition, c'est que c'est la première fois qu'on vient prendre en compte le fait que des facteurs peuvent influencer, en tout cas des facteurs externes, peuvent influencer la sexualité des personnes et notamment la vie dans un collectif et la vie dans un établissement, par exemple, social
et médico-social. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, hein, le droit à la vie intime, affective, sexuelle s'inscrit en tout cas dans le droit français, dans des notions en tout cas qui sont inscrites dans les codes civils. Je vous disais qu'il n'y avait pas de définition légale, mais en tout cas, on se rapproche et on fait référence à d'autres choses pour mettre en lien le droit à la vie intime, affective et sexuelle, et notamment la notion, par exemple, de respect de la vie privée et de l'intimité. Hein, donc, chacun a droit au respect de sa vie privée, chacun a droit au respect de son corps. Donc, en fait, ce sont des notions sur lesquelles la justice, les juges s'appuient parfois pour condamner un non-respect au droit à la vie intime, affective et sexuelle des établissements ou effectivement toute atteinte qui pourrait être faite. On a aussi la protection du domicile. Hein, effectivement, ça fait partie des éléments de la vie privée et de l'intimité. Et ça, c'est intéressant parce qu'effectivement, on pourrait considérer qu'une chambre dans un établissement social et médico-social n'est pas le domicile. Mais en tout cas, les décisions de justice vont dans le sens où effectivement, les chambres au sein des EHPAD, au sein des ESMS, sont le domicile de la personne. Ça veut dire effectivement qu'il y a une obligation de respecter la vie privée et l'intimité de la personne au sein de la chambre et au sein des logements dans les établissements sociaux et médico-sociaux. Et c'est notamment sur ce fondement hein, que beaucoup de décisions de justice sont intervenues pour condamner certains établissements où effectivement il y avait eu des atteintes à la vie privée et à l'intimité et ça a été sanctionné. Ça a été notamment le fait de rentrer sans taper dans des chambres, dans des établissements, ça a été considéré comme une atteinte à la vie privée et à l'intimité. Voilà, ce que je vous disais, c'est qu'il n'existe pas de droit aujourd'hui global, mais les juges arrivent à trouver d'autres droits pour condamner quand il y a une atteinte au droit à la vie intime, affective et sexuelle. Et ça, vous savez, hein, on le rappelle, mais assez rapidement, bien sûr que cette circulaire s'inscrit dans la loi du 2002, hein, de janvier 2020. Il y a une faute du 2 janvier 2002 et pas 2022, qui est repris du coup dans un article du Code de l'action sociale et des familles. L'exercice des droits et des libertés est garanti bien sûr à toute personne prise en charge dans les établissements et lui sont assurés notamment le respect de sa dignité, de son intégrité, de sa vie privée, de son intimité et de sa sécurité. Encore là, on ne parle pas du droit à la vie intime, affective et sexuelle, mais on parle effectivement d'intégrité, de dignité et d'intimité. Et puis, bien évidemment, la loi de 2005 qui est venue effectivement reconnaître une autonomie des personnes et un accès à une vie sociale. Bien sûr, ça s'inscrit aussi dans la stratégie nationale 2017-2030. Alors, je ne vous dis pas l'ensemble des orientations stratégiques, mais il y a effectivement une orientation stratégique qui est de répondre aux besoins spécifiques des populations les plus vulnérables. Et puis, on a la recommandation de bonne pratique professionnelle de la Haute Autorité de Santé, mais que vous devez connaître aussi, qui est intervenue en février 2025, et qui reprend qui reprend totalement ce qui est écrit dans la circulaire et qui va même parfois plus loin dans la mise en œuvre et dans comment on fait. Parmi ce qui est évoqué, en tout cas, dans la recommandation de bonne pratique, hein, on a effectivement la personnalisation de l'accompagnement à la vie intime, le fait que ce soit respectueux du choix du lieu de vie, le fait que ce soit une liberté fondamentale, le fait qu'effectivement, il faut promouvoir une vision positive pour renforcer l'autonomie des personnes. Il faut aussi intégrer, en tout cas, aux outils institutionnels la vie intime, affective et sexuelle, et vous verrez que la circulaire en fait état aussi, qu'il faut former les acteurs à cette thématique, qu'il faut effectivement garantir l'intimité et la confidentialité par l'aménagement, en tout cas, des locaux, et ça aussi, vous verrez, c'est aussi évoqué par la circulaire. L'information à l'éducation à la vie intime, l'accessibilité en tout cas de cette information et cette éducation, l'adaptation à tous les publics. Le consentement aussi doit être constamment évalué et puis des procédures claires doivent être mises en place pour prévenir et traiter les violences sexistes et sexuelles. Donc vous verrez, la circulaire reprend globalement ces grands principes. Nous arrivons à la fin de la première partie qui parlait de ce sujet, qui parlait du champ d'application, du contexte de cette circulaire. Est-ce que vous avez des questions avant qu'on continue? Jusqu'à 3 et
Alors, on continue. Donc, on rentre dans le vif du sujet avec le contenu. Donc, je vous le disais tout à l'heure encore, 3 axes, et on a repris ces 3 axes-là aussi pour vous évoquer le contenu de cette circulaire. On a tout d'abord le rôle des établissements dans le respect des droits, c'est-à-dire que doivent faire les établissements pour respecter les droits des personnes en situation de handicap sur cette thématique. Ensuite, on aura l'accompagnement au quotidien par les professionnels, et la 3e partie qui sera la lutte contre les violences. Donc, on va voir dans une première partie donc, le rôle des établissements. Donc, qu'est-ce que dit la circulaire sur que doivent faire les établissements sur cette thématique-là? Et bien, effectivement, la première chose, c'est qu'ils doivent inscrire la thématique, en tout cas, les établissements doivent inscrire la thématique dans les documents internes de l'établissement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les établissements doivent veiller à promouvoir la place et le respect de la vie intime, relationnelle et sexuelle des personnes accueillies dans tous leurs documents internes. Donc, la circulaire évoque les contrats de séjour, les règlements de fonctionnement, le projet d'établissement ou de service, le projet personnalisé. En tout cas, les documents, la circulaire vient nous dire qu'ils doivent aussi rappeler les droits des personnes en situation de handicap, si elles font l'objet de violences, qu'elles soient physiques, psychologiques, sexuelles, gynécologiques, et les actions judiciaires, ainsi que les moyens mis en œuvre pour être accompagnées. Donc ça, c'est ce que la circulaire dit. Alors attention, peut-être la circulaire ne le dit pas, mais en tout cas, dans la pratique, on le voit assez régulièrement. Il faut aussi faire attention que ces documents internes respectent le cadre légal. On a parfois effectivement des règlements de fonctionnement qui sont contraires aux règles juridiques instaurées. Si je vous donne un petit exemple, on a eu plusieurs fois dans des règlements de fonctionnement le fait d'interdire, par exemple, les relations sexuelles au sein d'un établissement hébergeant des personnes en situation de handicap. Et ça a été en tout cas condamné par une décision de justice. Mais effectivement, en pratique, ce sont des choses qu'on voit assez régulièrement, même dans un IME, interdire les bisous, par exemple, dans les cours. Voilà, ce sont des choses qu'effectivement, il faut faire attention à ce que vous mettez dans ces documents soit aussi, j'allais dire, respectueux du cadre légal. En fait, la circulaire va vous donner comme ça des pistes, mais ne va pas vous dire qu'est-ce qu'il faut faire et comment vous devez le faire. Voilà, l'idée vraiment de la circulaire, c'est de donner effectivement des orientations, mais pas d'aller plus loin, parce que bien évidemment, en fonction de l'établissement, il y a des choses qui vont être faites ou pas, qui sont possibles ou pas, et qui doivent être adaptées. Donc voilà, la circulaire vient vraiment donner des pistes pour mettre en œuvre ce droit à la vie intime, affective et sexuelle. Ce que la circulaire dit aussi sur les documents internes, c'est qu'il serait en tout cas bienvenu de rédiger une charte de la vie intime, affective, intime et sexuelle. Ce qui est préconisé, c'est avec les personnes concernées. Voilà, l'idée, effectivement, ce que dit la circulaire, c'est que cette charte, bien évidemment, l'idée, c'est pas de rajouter des documents aux documents, mais qu'elle pourrait intégrer, en tout cas, à la charte des droits et libertés qui existe déjà. Sachant qu'effectivement, ce sont des choses que vous pouvez retrouver. Il y a beaucoup d'exemples qui ont déjà été faits par d'autres acteurs, par d'autres associations, et on vous a mis notamment le lien à la fin, mais là, le lien d'un exemple de charte à la vie intime, affective et sexuelle qui a été réalisé. Ce sont des choses où il ne faut pas refaire des choses qui ont déjà été faites, mais l'idée, c'est peut-être s'en inspirer, d'y travailler avec les personnes concernées, et puis effectivement de l'annexer à la Charte des droits et libertés. Donc, voilà ce que préconise en tout cas la circulaire sur l'inscription de cette thématique dans les documents internes. Ce que préconise aussi la circulaire, c'est effectivement plutôt sur l'organisation interne et sur la montée en compétences des professionnels. L'idée, c'est vraiment de former et de sensibiliser l'ensemble des professionnels des établissements à cette thématique. Alors là, on dit professionnels, mais la circulaire va encore plus loin, c'est-à-dire elle parle aussi des accompagnants, qu'ils soient personnes du conseil d'administration ou encore bénévoles. Voilà, elle dit effectivement qu'il faut former l'ensemble des personnes qui gravitent en tout cas autour des personnes concernées et d'inclure en tout cas au plan de formation, à leur plan de formation des sujets sur la vie intime, affective et sexuelle. L'idée effectivement de ces formations, c'est de donner aux professionnels des outils pour mesurer un peu la connaissance des droits et libertés, de repérer par exemple une personne victime de violence avec des signes d'alerte, une question du consentement, voilà.
la circulaire donne des exemples, mais effectivement, on sait bien qu'en pratique, c'est difficile de former et de sensibiliser l'ensemble des professionnels de tous les établissements, mais en tout cas, c'est une préconisation qui est faite dans la circulaire. La deuxième orientation qui est donnée, et c'est, je pense, celle qui est la plus connue, et Hélène vous en a parlé tout à l'heure, c'est effectivement de désigner un référent ou une référente donc de cette thématique dans chaque établissement et service. Ce que dit la circulaire, c'est que cette personne garantirait en tout cas l'effectivité des devoirs des personnes dans cette thématique. Ce que dit aussi la circulaire, c'est que cette personne doit être formée, lui permettant en tout cas d'être une personne ressource pour les autres professionnels de la structure, ainsi que pour toutes les personnes accompagnées. Donc, la circulaire donne des exemples. Elle dit qu'effectivement, le professionnel référent, en tout cas, pourrait conduire des actions collectives innovantes, pourrait accompagner les personnes qu'il souhaite, leurs proches ou les professionnels dans des démarches qui sont liées au droit à la vie intime, affective et sexuelle. Ce qui est un peu, j'allais dire, à la fois très positif, le côté un peu négatif, c'est qu'effectivement, et nous, les établissements qu'on rencontre, en tout cas, nous disent, bah, d'accord, mais en fait, il n'y a pas de fiche de poste donnée. En tout cas, on n'a pas une fiche de poste, un exemple, en tout cas, de ce que pourrait être un référent. Encore une fois, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, la circulaire, elle n'est pas là pour donner des obligations aux professionnels d'appliquer tel que, mais l'idée, c'est effectivement, je pense, de laisser en tout cas la porte ouverte aussi les établissements puissent personnaliser, adapter en fonction de leur établissement ou en fonction de leur service. Mais l'idée, effectivement, c'est de désigner un référent ou une référente au sein de l'établissement. Et puis la troisième orientation, c'est effectivement de porter une vigilance au recrutement des professionnels par la consultation, en tout cas, du fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles et violentes. Et effectivement, là, je reviens juste sur effectivement porter cette vigilance. La circulaire vient effectivement dire qu'il en revient de la responsabilité de l'établissement. Ça veut dire qu'effectivement, si ça n'a pas été fait, juridiquement, on pourrait engager votre responsabilité sur ce fondement-là. Donc, la circulaire vient aussi évoquer le travail de réseau et de partenariat. Bien évidemment, la circulaire vient dire qu'il est nécessaire, voire primordial, pour les établissements de travailler en partenariat avec l'ensemble des acteurs de proximité, alors notamment les centres ressources, mais aussi en tout cas les centres de planification, les CIDFF, les associations de lutte contre les violences, les amis familiaux, les dispositifs de soutien à la périnatalité et parentalité et les associations LGBTQIA. L'idée, effectivement, c'est, on sait bien que vous ne pouvez pas tout faire seul, et donc c'est vraiment l'idée de se dire comment on peut effectivement avoir des soutiens par des partenaires et par un réseau de partenaires. Là, effectivement, ce sont des exemples qui ont été repris dans la circulaire, mais n'hésitez pas à aller voir sur le site du Centre Ressources Intimagir. Vous pouvez effectivement trouver un des partenaires en fonction même du profil de la personne concernée, en fonction du territoire où vous êtes et en fonction de la thématique, si c'est la vie intime, si c'est la lutte contre les violences. Enfin, voilà, vous pouvez trouver en tout cas des choses très spécifiques sur le site Intimagir. Donc n'hésitez pas à vous y rendre. On a une question. Oui, c'est qui faut-il solliciter pour consulter le FIGE? Le FIGE pour avoir le fichier là. Vous savez? Eh bien, alors la circulaire et nous, on n'était pas clairs, mais c'est effectivement normalement votre autorité de tutelle. La circulaire vient dire qu'effectivement, vous avez recours à la consultation de ce fichier-là par l'intermédiaire de votre autorité de tutelle. Donc, j'imagine l'ARS ou en fonction des l'ARS, le département. Ouais. C'est là. Oui. Alors, effectivement, nous avons vu que l'ARS était présente. Que des représentants de l'ARS étaient présents, peut-être qui pourraient nous confirmer effectivement le rôle de consultation par les établissements du fichier. Et en tout cas, la circulaire nous dit tel que. C'est effectivement par l'intermédiaire de l'autorité de tutelle. Okay. Oui. Oui, oui, monsieur Castelli.
Oui, bah, une intervention un peu pour rien, parce qu'en fait, je ne sais pas. Je sais qu'il y a une extension en fait du, de l'obligation de consulter, mais j'ai pas les précisions sur les modalités. Oui, je pense qu'effectivement, ça passe par l'ARS. Je pourrais m'enseigner auprès de notre collègue qui est sur le sujet inspection, qualité et sur ce sujet-là. D'accord. Merci. Dans ce cas-là, si effectivement on a le retour, on vous mettra dans le PowerPoint. On rajoutera on va vous mettre dans le PowerPoint pour vous transmettre. Ok. Merci. Merci. Donc, une autre orientation, c'est effectivement l'information, l'expression et la participation des personnes concernées. Effectivement, la circulaire, ce qu'elle dit, c'est qu'effectivement, il faut organiser l'information sur le droit à la vie affective, relationnelle, intime et sexuelle. Alors, elle donne un exemple, notamment, effectivement, par la mise en place de groupes d'expression animés par des personnes expertes pour permettre en fait aux personnes concernées et accompagnées d'exprimer leurs besoins sur cette thématique-là. Bien évidemment, elle vient préciser par rapport à toutes les communications qui sont faites sur ces sujets-là. Bien évidemment, il faut le faire de manière accessible. Ce qui revient souvent dans la circulaire, c'est qu'effectivement, ils recommandent de faire des affichages de fiches techniques accessibles, bien évidemment, avec les numéros d'urgence, sensibiliser peut-être au droit à la vie intime, affective, sexuelle, aussi préciser les procédures en cas de violence ou encore sensibiliser à la notion de consentement. Tout en rappelant bien évidemment que ces fiches seront bien évidemment à réviser régulièrement au regard des nouveaux dispositifs ou d'évolutions qui se produiraient. Et ce que effectivement rappelle aussi la circulaire, c'est que voilà, notamment pour la production de ce genre d'affiches, il est important effectivement d'impliquer les personnes concernées et notamment d'impliquer le conseil à la vie sociale. Donc, un autre axe encore sur le rôle des établissements dans le respect de cette thématique-là, c'est la prévention et la gestion des violences. Donc, effectivement, la circulaire vient évoquer qu'il faut prévoir une procédure de protection et de prise en charge dans les établissements si l'une des personnes concernées a fait l'objet de violences. Cette procédure, elle doit être portée à la connaissance des professionnels, c'est-à-dire comment on fait quand on est victime pour être pris en charge ou pour avoir une protection. Donc, cette procédure, elle doit être portée à la connaissance des professionnels, mais aussi des personnes accompagnées, des familles et des responsables légaux, ça veut dire effectivement les parents ou, le cas échéant, les tuteurs ou les curateurs. Cette procédure doit permettre de dénoncer les violences et effectivement, elle doit prévoir la protection de la personne victime. La circulaire vient ajouter qu'elle doit décliner les procédures judiciaires qui doivent être mises en place suite aux violences et qui doit aussi préciser l'accompagnement qu'il convient de mettre en œuvre pour accompagner la victime. Bien évidemment que cette procédure, elle doit s'adapter, elle n'est pas la même sur tous les établissements, c'est-à-dire qu'elle s'adapte au mode d'accueil, que ce soit un accueil de jour ou une prise en charge à temps complet ou un hébergement. Enfin, voilà, cette procédure, elle n'est pas type. Bien sûr que celle-ci, elle doit être accessible, c'est ce qu'on disait tout à l'heure aux personnes qui sont accompagnées, que ce soit du FAL, des pictos ou encore du braille, et elle doit être affichée dans l'établissement. C'est vrai que la circulaire revient beaucoup là-dessus, c'est-à-dire voilà, comment on arrive à ce que les personnes concernées, à ce que les professionnels soient le plus au courant possible de cette procédure et comment on fait si on est victime de violence ou si on a, j'allais dire, en tout cas, on a eu connaissance de victimes de violence. L'idée aussi, la circulaire vient dire que cette procédure, elle doit identifier les personnes ressources. Par exemple, si effectivement il y a un référent qui a été désigné, c'est intéressant de mettre en tout cas cette personne ressource aussi, pour permettre aussi aux personnes accompagnées de visualiser rapidement qui on doit aller voir si on a effectivement, on est victime. L'idée aussi, la circulaire vient ajouter à ça, c'est que ce serait intéressant, en tout cas, sur ce genre de communication, de faire état des services extérieurs à l'établissement, de ressources, par exemple, d'associations pour les droits des victimes ou d'accompagnement sur les violences conjugales. Voilà. L'idée, c'est effectivement ça.
Et la circulaire vient de dire qu'effectivement, les directions des établissements doivent assurer le suivi des signalements et la mise en œuvre, bien évidemment, des actions prévues. Ce que dit la circulaire, et je crois qu'on ne l'a pas mis là, mais en tout cas, l'établissement doit aussi prévoir des mesures adaptées vis-à-vis de l'auteur des violences conjugales, des violences de manière globale, que ce soit l'auteur, il soit professionnel, que ce soit une personne qui intervient dans un établissement, un membre de la famille, l'entourage d'une personne ou une personne accompagnée par l'établissement social et médico-social. Et la dernière chose, en tout cas, sur le rôle des établissements, et ce que dit la circulaire sur le rôle des établissements, c'est que l'établissement doit garantir un droit d'accès à ce droit à la vie intime, affective, sexuelle et relationnelle. C'est-à-dire qu'il doit organiser des consultations régulières par des gynécologues ou des sages-femmes pour permettre un suivi gynécologique. Il y a aussi, je ne sais pas si on dit gynéco, peut-être. Oui, à cet effet, vous savez peut-être pour certains d'entre vous qui sont dans des établissements comme les MAS ou les femmes, il y a le dispositif anti-gynéco en France qui vient de se déployer en région et qui permet justement des consultations gynéco pour les personnes accompagnées et aussi des séances de sensibilisation pour toutes les personnes accompagnées dans ces établissements. Mais quand on n'est pas dans ce type d'établissement, on ne bénéficie pas du dispositif anti-gynéco, on se doit aussi de veiller à ce que les personnes accompagnées puissent bénéficier aussi de consultations régulières en gynécologie. Et puis, toujours dans le rôle des établissements, dans la mise en œuvre de ce droit-là, effectivement, la circulaire rappelle, mais je vous le disais tout à l'heure, par rapport au droit au respect de la vie privée et à l'intimité, mais c'est vraiment corollaire de ça, c'est effectivement, les établissements auront une obligation, en tout cas, de prévoir un agencement des lieux de vie qui soit respectueux de l'intimité des personnes accompagnées. Alors, ça veut dire quoi? C'est-à-dire des chambres et des espaces de toilettes individuels adaptés, en tout cas, c'est ce que reprend la circulaire. Des chambres permettant une vie de couple, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, beaucoup de décisions de justice condamnent certains établissements parce que pas de possibilité d'avoir des chambres doubles, par exemple, alors qu'il y avait en tout cas des demandes. Et puis les possibilités aussi de fermer la porte pour plus d'intimité. Ça, c'est des exemples qui sont donnés dans la circulaire. Oui, on vient de terminer une nouvelle partie. Nous avons une question dans le chat. Non? Nous avons une autre question. On y a répondu? Ok. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question sur cette partie qui vient de se terminer? Sur le rôle des établissements? C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Sur cette base, en fait, de la circulaire, on ne pourra pas engager votre responsabilité si ce n'est pas fait. Mais en tout cas, on pourrait engager votre responsabilité, comme je vous disais tout à l'heure, sur d'autres droits qui existent parallèlement, en tout cas, plutôt dans le droit commun. En tout cas, sur cette circulaire, on ne pourra pas. Alors, on passe sur l'accompagnement par les professionnels. Ouais, donc ça, c'est le deuxième axe, effectivement. Donc plutôt un axe sur comment on fait, nous, en tant que professionnels au quotidien, dans nos établissements, et qu'est-ce qu'on doit faire, en tout cas, qu'est-ce qui est préconisé de faire dans nos établissements pour soutenir, en tout cas, le respect au droit à la vie intime, affective, sexuelle et relationnelle. Effectivement, ce que dit la circulaire, c'est qu'effectivement, il faut un accès à l'information et à l'éducation à la sexualité, en développant dès le plus jeune âge des programmes de développement, d'expression des émotions et des compétences psychosociales, effectivement, notamment en IME ou des choses comme ça, commencer à mettre en place des programmes de développement des émotions et des compétences psychosociales, du consentement, par exemple. Délivrer aussi une formation qui peut prendre la forme soit d'une formation, d'une sensibilisation, ou en tout cas tout support d'information sur le droit à la vie affective, relationnelle, intime et sexuelle à destination des personnes accompagnées. Elle peut être animée, en tout cas ça c'est ce que dit la circulaire, c'est qu'elle peut être animée, en tout cas ces temps-là peuvent être animés et construites en partenariat avec des acteurs locaux compétents, c'est ce que l'on disait tout à l'heure, un travail en réseau. Et donc la circulaire vient donner comme exemple les centres ressources, le planning familial, le SCIDFF, donc Centre d'information du droit des femmes et des familles. Ce qui est dit aussi dans l'accès à l'information et à des sexualités et qu'on n'a pas mis là, je crois, c'est effectivement de requérir, en tout cas systématiquement, le consentement de l'enfant ou de l'adulte avant d'intervenir sur son corps,
ou dans les actes de la vie quotidienne. Et ça, c'est repris à plusieurs fois, en tout cas dans la circulaire et à différents niveaux. Mais en tout cas, c'est beaucoup évoqué. Et puis, effectivement, d'accompagner le désir de parentalité et de le respecter. Et du coup, je vous rappelle ce que disait Hélène tout à l'heure. On a effectivement, en tout cas, un team AG organise un webinaire le 19 mai à 14 h sur, en tout cas, parentalité et déficience intellectuelle. Donc, n'hésitez pas, en tout cas, à vous y inscrire. On parle du consentement juste comme slide. Ça rejoint ce que tu viens de dire. Et donc, toujours dans l'accompagnement au quotidien par les professionnels, on a effectivement cette sensibilisation à la notion de consentement, à la différence entre la séduction, la violence, sur les habiletés sociales, c'est-à-dire savoir respecter le consentement ou le refus de l'autre, et aussi sur les recours judiciaires pour dénoncer en tout cas ces agissements, des agissements qui seraient sexistes et violents. Voilà sur ce que je peux vous dire. Et puis, effectivement, toujours, oui, ce qu'on se disait tout à l'heure, ça intervient en tout cas, de manière très transversale sur toute la circulaire, mais le fait, effectivement, pour les professionnels, mais de requérir systématiquement le consentement de l'enfant ou de l'adulte avant d'intervenir sur son corps dans les actes de la vie quotidienne, se dire est-ce que c'est OK pour toi que je fasse ça? Voilà, il y a ce changement un peu de paradigme sur le consentement de la personne. On a un axe, en tout cas, des orientations sur la santé sexuelle et reproductive. Donc, ce que nous dit la circulaire sur cette thématique, c'est effectivement il y a une nécessité, en tout cas, d'informer les personnes accompagnées sur les méthodes contraceptives, sur les maladies et les infections sexuellement transmissibles, effectivement, afin de prévenir toute forme de violence. Les personnes aussi doivent être informées des méthodes de stérilisation à visée contraceptive. C'est-à-dire, c'est quoi leur objectif? C'est-à-dire que si on envisage cette stérilisation-là, de bien se dire, c'est quoi l'objectif? Est-ce que tu as bien compris les conséquences? Et de dire aussi, tu as le droit de dire oui, mais tu as aussi le droit de dire non. En tout cas, ça, c'est ce que rappelle assez clairement la circulaire. Aussi, une information sur l'interruption volontaire de grossesse. Et ça aussi, c'est assez transversal dans la circulaire, mais aussi leur droit de devenir parent et d'être accompagné dans cette parentalité. Donc là, les informer sur tout ce que je viens de vous dire, mais aussi les accompagner dans le choix des modes de contraception, dans l'explication de dire pourquoi ça et pourquoi pas ça, et qu'est-ce que ça peut avoir comme conséquence. Et puis, bien évidemment, dans le désir de parentalité et de respecter ce désir de parentalité, même si effectivement, en tant que professionnel, on peut se dire que ça va être compliqué, mais en tout cas, voilà, comment on l'accompagne et comment on respecte ce droit. Et puis, il y a tout un axe, en tout cas pour l'accompagnement au quotidien par les professionnels, sur la posture du professionnel et sur le respect des choix, mais c'est ce qu'on se disait un peu avant, c'est-à-dire, bien évidemment, d'essayer de développer une écoute attentive, quand on a des personnes accompagnées qui souhaitent discuter de ça, aussi d'avoir une écoute respectueuse des besoins qui sont exprimés par les personnes, de veiller aussi à respecter les identités de genre et leur expression. Effectivement, ce qu'on appelle par expression, c'est effectivement quand on veut changer de nom, par exemple, essayer de respecter ces identités de genre, respecter l'orientation sexuelle des personnes accompagnées, notamment en travaillant avec des partenaires comme les associations LGBTQIA. Et puis, ça encore, on l'a déjà dit, mais respecter l'intimité des personnes dans des prises en soins ou d'accompagnement dans les actes de la vie quotidienne. Donc ça, effectivement, c'est tout ce que la circulaire préconise. Bien évidemment, ce sont des grands axes, des choses que vous faites certainement, probablement, mais en tout cas, c'est des orientations qui sont données pour au mieux respecter les droits des personnes dans vos accompagnements au quotidien. Alors, on vient de terminer cette deuxième partie, l'explication de la deuxième partie de cette circulaire qui était axée sur l'accompagnement par les professionnels. Nous avons une question dans le chat. Fanny, est-ce que tu peux parler de cette question? Oui, alors, Fanny nous demande, et vous demande aussi, comment recueillir le consentement d'une personne en situation de polyhandicap sévère, pas de communication, au-delà de rechercher des moyens de communication qui, dans certaines situations, peuvent prendre beaucoup de temps. Comment être sûr que c'est le choix de la personne accompagnée? Alors, dans le cadre du polyhandicap, même dans le cadre du polyhandicap, on a tendance à dire que la communication, il y en a.
même si effectivement ce n'est pas de la communication verbale, même si la personne ne moralise pas. C'est vrai que trouver des systèmes de communication entrant ou sortant, ça prend du temps, c'est très long. Parfois, quand on n'arrive pas à avoir le consentement, on essaye à minima d'avoir l'assentiment des personnes. Et ça, c'est un travail long cours par les personnes qui accompagnent au quotidien, professionnels qui accompagnent au quotidien ces personnes polyhandicapées, avec l'aide des familles aussi, qui connaissent bien aussi le mode de fonctionnement de ces mêmes personnes concernées. On a aussi, je pense à ça très récemment sur le territoire, il y a eu le développement de la communication alternative et augmentée, avec un service justement qui est dédié à ça, régional, qui accompagne les établissements, qui les aide à déployer justement des modes de communication alternatifs. Et c'est d'autant plus intéressant quand on est en accompagnement des personnes en situation de polyhandicap qui ont très peu de modes de communication. Ou alors où c'est très, très subtil, très, très difficile à identifier. Donc n'hésitez pas aussi à contacter ce service de communication alternative, ces référents de communication alternative et augmentée. Il y a 2 référents par département, il y en a dans tous les Hauts-de-France. Et donc, ils se déplacent gratuitement et ils accompagnent les établissements pour développer justement ces modes de communication. Donc, même si ça paraît difficile, j'ai envie de dire, c'est un travail de longue haleine pour essayer de trouver des petits tips qui sont propres à chaque personne concernée et qui vous permettent de distinguer si c'est agréable, si c'est désagréable, si la volonté c'est de faire ça ou de faire autre chose, si la personne aime bien quelque chose ou n'aime pas quelque chose, si la personne a changé de comportement, c'est aussi dans l'observation. L'observation prend du temps et est très importante parce qu'il y a eu un changement de comportement de la personne concernée, ce qui veut dire qu'il y a peut-être quelque chose de désagréable et justement qui n'est pas consenti. Enfin, voilà, donc là, je vous invite à travailler aussi en équipe, à travailler avec les familles et à travailler donc, avec ce nouveau dispositif de référent en CAA qui pourrait vous être d'une grande utilité. Après, on pourrait. Alors, je vais faire un petit, on appelle ça un teaser peut-être. On prévoit de faire un webinaire justement communication alternative et augmentée en vie intime affective sexuelle en fin d'année. Voilà. Donc restez à l'écoute sur nos réseaux. On n'a pas encore la date, mais d'ici la fin de l'année, il y aura un webinaire exprès là-dessus. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans le chat? Non? Et peut-être oralement, quelqu'un aurait une autre question sur cette partie accompagnement par les professionnels? Ok, alors on continue. On part sur la dernière partie de la circulaire. Juste une petite question sur ça, excusez-moi. Je voulais savoir si vous avez justement un annuaire ou un répertoire des formateurs VAIS à destination des pros. Alors, nous avons sur notre site internet le listing l'identification des formateurs, des organismes de formation, merci Marie, des organismes de formation qui sont certifiés Calliope sur la région Hauts-de-France. Individuellement, nous n'avons pas de coordonnées de personnes qui, à leur compte, font des formations en VIAS. Nous avons fait le choix, à l'époque des psychoporteurs historiques d'Intimagir, de cibler ceux qui étaient certifiés Calliope, ce qui permettait aussi un financement au co. Nous avons fait le choix d'identifier ces services et organismes de formation qui sont somme toute quand même très différents. Certains vont proposer des formations toutes faites à laquelle vous allez devoir vous plier, j'ai envie de dire. D'autres vont vous proposer des formations dans vos établissements. D'autres vont vous proposer des formations dans leurs locaux. Certains vont vous proposer des formations en fonction de vos besoins et en fonction du timing et du budget que vous avez. Voilà. Donc, c'est très variable. Donc, nous, on invite toujours les personnes intéressées à regarder le listing et à les contacter en fonction de vos besoins, voilà, à comparer pour choisir l'établissement l'organisme de formation qui répondra mieux à vos attentes. Ok, merci.
Alors, on passe à la troisième partie, qui est une question, et à la dernière, qui est agir et réagir en tout cas en cas de violence. La circulaire vient définir effectivement ce que sont les violences sexuelles, en tout cas, vient pas définir, mais vient recouvre des définitions qui sont dans le code pénal, ce qui permet aussi aux professionnels de se dire, bah oui, effectivement, ça, je savais pas, mais ça, c'est une atteinte sexuelle, ou parfois même d'avoir une base pour aussi le présenter aux personnes accompagnées. Alors, bien évidemment, adapté, comme on disait tout à l'heure, mais voilà, ça permet d'avoir aussi une base, en tout cas pour les pros, lorsqu'il y a effectivement des violences sexuelles, pour être sûr qu'effectivement vous êtes bien au fait et que c'est bien une violence sexuelle. Donc la circulaire reprend les 4 violences sexuelles qui sont faites, en tout cas qui peuvent être faites à l'encontre des personnes en situation de handicap. Et donc on a la première qui sont les atteintes sexuelles, donc c'est toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise. Ça veut dire qu'effectivement, dans toutes les situations où l'agresseur n'a pas obtenu le consentement clair et explicite de la victime, on est dans des atteintes sexuelles. On est notamment dans le cadre des attouchements qui se répètent sans consentement, des caresses qui se répètent sans consentement, des baisers qui sont, faits sans consentement. Donc, dans tout ça, on est effectivement dans des atteintes sexuelles qui sont punies par le code pénal. On a effectivement aussi la définition du viol, qui est effectivement défini comme tout acte de pénétration de quelque nature qu'il soit, ou tout acte bucco-génital commis sur la personne d'autrui, ça veut dire forcer une autre personne que soi-même à avoir un acte sexuel, ou sur la personne de l'auteur, ça veut dire effectivement que la personne force l'autre à lui faire effectivement, par exemple, une fellation, par exemple, par violence, contrainte, menace ou surprise. Donc, violence, contrainte, menace ou surprise, ça veut dire effectivement à chaque fois sans le consentement de la personne. On a effectivement la définition des comportements outrageants qui sont définis aujourd'hui et qui sont considérés comme des violences sexuelles. Ils sont définis comme des comportements qui sont à connotation sexuelle et qui sont imposés à autrui. Encore là, on n'a pas effectivement cette notion de consentement. Ça peut être du harcèlement sexuel, de l'exhibition sexuelle ou encore des propos insultants, sexistes ou discriminants. Et puis la dernière violence sexuelle qui est effectivement évoquée dans la circulaire, c'est la corruption ou l'incitation à la débauche, qui est effectivement définie dans le code pénal comme imposer la vision d'actes sexuels à la personne. Ça peut être effectivement se masturber devant une personne sans avoir eu le consentement de l'autre, avoir une relation sexuelle avec un tiers devant une personne qui n'a pas donné son consentement pour voir cette relation sexuelle. Ou encore montrer à d'autres personnes sans leur consentement des revues ou des films à caractère pornographique. Donc voilà, tout ça recoupe en tout cas les violences, ce qu'on appelle les violences sexuelles, et sont condamnées et condamnables par le code pénal. Donc face à de tels agissements, effectivement, la circulaire vient rappeler que les professionnels de la structure et l'équipe dirigeante sont dans l'obligation d'alerter et de signaler les violences sexuelles. Le code pénal rappelle cette obligation et vient dire qu'effectivement, si une personne, alors je ne vais pas vous lire l'article, mais si une personne a connaissance de violences sexuelles au sein de son établissement et qu'il ne dit rien, il peut effectivement être condamné, responsable et puni de 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. Voilà, d'où l'intérêt effectivement de signaler, d'alerter en tout cas, et de signaler les faits de violences sexuelles. Ce que j'ai pas dit quand même, non, c'est pas grave. Ce que j'ai pas dit quand même, c'est qu'effectivement, dans ce cas-là, on n'a plus de secret professionnel. C'est-à-dire qu'on est au-delà de ça, ça dépasse effectivement tout le cadre du secret professionnel auquel les professionnels sont soumis. Ça veut dire que dès lors qu'il y a des violences sexuelles, voilà, il n'y a pas de question de secret partagé, de secret professionnel, on est dans l'obligation d'alerter ou de signaler. Donc, que ce soit l'équipe dirigeante ou que ce soit aussi les professionnels. Parfois, moi, je rencontre des professionnels qui me disent, oui, mais moi, je l'ai remonté à l'équipe dirigeante, à ma direction, et voilà, la direction n'a rien fait. Voilà, dans les établissements, ça peut se passer comme ça, mais vous avez quand même une obligation en tant que professionnel de signalement. Donc, effectivement, si la direction ne le fait pas, vous avez quand même, vous, en tant que professionnel, mais aussi comme toute personne lambda qui aurait connaissance de violences sexuelles, tout citoyen a l'obligation
de signaler. La procédure de signalement, donc la circulaire vient effectivement évoquer la procédure. Donc pour tous les établissements, le Code de l'action sociale et des familles, je ne vous dirai pas l'article, ce n'est pas la peine, énonce un principe général de déclaration de signalement par les établissements sociaux et médico-sociaux, donc de tout dysfonctionnement grave dans leur gestion ou leur organisation susceptible d'affecter la prise en charge des usagers, leur accompagnement ou le respect de leurs droits, et de tout événement ayant pour effet de menacer ou de compromettre la santé, la sécurité et le bien-être physique ou moral des personnes prises en charge ou accompagnées. Donc, ces événements doivent être déclarés par le responsable de la structure aux autorités de tarification et de contrôle compétence. Ça, c'est effectivement la première obligation. Effectivement, il en est de même pour tout signalement d'événements indésirables graves. Ça, effectivement, je pense que vous le savez. Et alors, ce que dit la circulaire aussi, c'est qu'effectivement, ce signalement doit être fait sans délai et confirmé par écrit dans les 48 heures. Et donc, la circulaire vient ajouter qu'il est nécessaire d'informer, en tout cas, et il est préconisé d'informer les conseils de vie sociale, toujours en s'assurant néanmoins du respect de l'anonymat des personnes qui sont concernées par ces violences. Donc là, on est dans le cadre global. Effectivement, il faut effectivement faire une déclaration d'événements indésirables graves. Et ensuite, la circulaire vient dire qu'il y a une procédure de signalement spécifique aux enfants et une procédure spécifique aux adultes. Sur la procédure spécifique aux enfants, les démarches qui sont à réaliser, ce sont celles-ci. La transmission d'une information préoccupante auprès de la cellule de recueil des informations préoccupantes, donc de la CRIP. Effectivement, l'information préoccupante, telle que la circulaire l'évoque, désigne tout élément d'information susceptible de laisser craindre qu'un enfant se trouve en danger, subit peut-être des agressions sexuelles et qu'il puisse avoir besoin d'aide. Donc là, on est vraiment dans... on n'est pas dans la certitude qu'il y a des violences, ça peut être une hypothèse. Dans ce cas-là, même si c'est une hypothèse, il faut faire la transmission d'une information préoccupante. En tout cas, c'est ce que la circulaire vient nous dire. Il faut aussi effectivement faire un signalement auprès du procureur de la République. Et donc, ce signalement est adressé au procureur de la République du tribunal judiciaire du lieu des faits. Effectivement, si les faits ont été réalisés dans un établissement qui se trouve sur la commune d'Arras, il faudra effectivement faire un signalement auprès du tribunal judiciaire d'Arras, et notamment auprès du procureur de la République du tribunal judiciaire d'Arras. La circulaire vient ajouter que vous pouvez aussi faire un signalement anonyme. Effectivement, parfois, ça peut être compliqué de faire un signalement ou de remonter ça à l'établissement parce que vous n'êtes pas sûr, parce que vous posez des questions et que voilà, vous pouvez faire un signalement anonyme, donc dénoncer en tout cas de manière anonyme des faits de violence sexuelle. Ça peut être par exemple pour un collègue, ça peut être compliqué de le faire en interne, mais donc voilà, la circulaire vient vous dire, vous pouvez le faire de manière anonyme en contactant le 119 ou un numéro vert d'enfance que vous avez là, 0800 05 12 34. Et donc, la procédure de signalement, on en a une spécifique aux adultes. Et donc, pour les adultes, on est sur un signalement au procureur de la République, toujours sur le tribunal judiciaire du lieu des faits. Il permet en tout cas de dénoncer des situations, toujours quand il y a une suspicion d'infraction à caractère sexuel ou de violence sexuelle. Et pareil, en tout cas, pour le secteur adulte, on permet en tout cas aux professionnels, s'ils souhaitent le dénoncer de manière anonyme des faits de violence, il peut contacter effectivement le 3919. Et donc, ce sont aussi des numéros qui peuvent être adaptés aux personnes concernées. Et notamment, l'association Femmes pour le dire, Femmes pour agir a un numéro qui est dédié aux personnes et aux femmes handicapées, en situation de handicap. Et donc, voilà, vous avez aussi le numéro qui est inscrit là. Et puis après, la circulaire vient effectivement donner un petit peu les pistes pour protéger et accompagner les victimes et auteurs des violences. Donc, ce que dit la circulaire, c'est qu'effectivement, lorsque les professionnels ont connaissance de violences, que les usagers dénoncent des violences, il convient effectivement d'agir pour protéger là où les victimes. Et dans ce cas-là, effectivement, la circulaire vient dire qu'il faut bien évidemment accueillir la parole pour les professionnels, mettre en confiance et avoir une écoute attentive, prévoir en tout cas une procédure de mise en protection immédiate de la victime et d'éloignement du présumé auteur, même si effectivement on sait, encore c'est des axes d'orientation, mais on sait qu'en pratique,
pour vous, dans les établissements, ça peut être compliqué, cet éloignement, ou en tout cas cette mise à distance de la victime de l'auteur, en tout cas si les deux sont dans le même établissement. Faire établir un certificat médical et rassembler les preuves, toujours dans un but de l'accompagner, en tout cas d'accompagner la victime si elle souhaite déposer plainte. La circulaire vient préciser qu'effectivement, s'il s'agit d'un mineur ou d'une personne sous mesure de protection, il est important en tout cas de partager avec le tuteur, notamment pour les mesures de protection, c'est notamment avec le tuteur ou le responsable légal si c'est un mineur. La circulaire ajoute qu'effectivement, il faut mettre en relation la victime avec des associations d'aide et de soutien aux femmes subissant des violences, ou encore faire intervenir des membres de ces associations, ce qu'on disait tout à l'heure, pour intervenir au sein de groupes de parole au sein de l'établissement, ou même de faire intervenir pour une personne dédiée au sein de l'établissement. Et puis aussi, la circulaire vient dire qu'il faut prévoir une prise en charge des symptômes post-traumatiques pour la victime, c'est-à-dire qu'il faut avoir effectivement un suivi psychologique pour cette victime de violence. La circulaire ajoute effectivement qu'au-delà de la victime, il est important en tout cas de protéger et d'accompagner le ou les témoins. Et donc effectivement, s'il y a des témoins de ces violences, effectivement essayer de proposer un accompagnement psychologique, si les personnes le souhaitent, bien évidemment, toujours avec le consentement de la personne, et de repérer et de proposer un accompagnement également aux personnes qui n'auraient pas été témoins, mais qui auraient peut-être été exposées aux violences. Voilà, c'est ce que la circulaire vient rappeler. Et puis la circulaire évoque aussi l'auteur des violences, elle dit qu'effectivement, bien évidemment, il faut prendre en charge aussi l'auteur des violences et l'accompagner, essayer de lui proposer une prise en charge psychologique et médicale. Et puis effectivement, quand l'auteur des violences, en tout cas si les violences ont eu un impact sur le collectif de travail, essayer de mettre en place des actions qui sont adaptées à la situation pour aussi permettre aux professionnels de s'exprimer, d'échanger et voir comment on pourrait mieux faire demain. Voilà, la circulaire vient évoquer en tout cas ces actions-là qui pourraient être adaptées et bien préciser aussi qu'il est important en tout cas de recourir à une personne extérieure pour en tout cas échanger, pour essayer d'analyser les pratiques, et analyser ce qui s'est passé. Voilà ce qu'évoque en tout cas la circulaire sur les violences. C'était la troisième partie de cette circulaire, agir et réagir en cas de violence. Est-ce que vous avez des questions sur cette partie, sur cette troisième et dernière partie? Non, apparemment pas. C'est vrai que je n'ai pas rappelé quand même juste sur cette partie. J'ai beaucoup dit que la circulaire, elle n'était pas opposable, c'est-à-dire que si vous ne faites pas ça, vous n'engagez pas votre responsabilité. C'était sur la première et sur la deuxième partie, c'est-à-dire que sur la troisième partie, agir et réagir en cas de violence, c'est du légal. C'est-à-dire que là, la circulaire vient reprendre des droits qui sont déjà énoncés. Donc tout à l'heure, je vous ai énoncé le droit commun, le code pénal. Ça veut dire qu'effectivement, on pourrait engager votre responsabilité si vous n'avez pas mis ça en place. C'est vrai que là, la circulaire vient juste vous aiguiller sur comment on peut mettre en place des choses, mais là, votre responsabilité pourrait être engagée. Je le rappelle juste. La dernière slide vous parle des outils. Donc, sur sa dernière slide, on vous a mis le lien à la circulaire d'échanger. Nous l'avons identifié sous deux formes. La forme classique, comme vous disait Stéphie tout à l'heure, et la forme phallique et audio clair, qui est davantage accessible aux personnes vulnérables. Donc, vous avez ces deux liens. Nous avons également mis le lien vers la recommandation de bonne pratique de la HAS de 2025. Donc, même si effectivement la responsabilité n'est pas engagée, si on ne respecte pas complètement ces deux premières parties, les recommandations de bonne pratique qui quand même donnent le là sur la façon, donc le là, la note de musique, sur la façon dont les établissements doivent appréhender ces sujets. Et ces mêmes établissements seront évalués selon aussi les recommandations de bonne pratique qui donnent la couleur des évaluations externes. Donc, nous avons mis le lien vers cette recommandation de bonne pratique, tout au moins le premier volet de la reco, que nous vous incitons fortement à lire,
en livre de chevet ou en livre de plage, comme vous voulez. Mais en tout cas, on vous encourage à la télécharger, c'est gratuit, à l'imprimer et à la consulter. Et elle est pleine de ressources pour vous donner des petits tips et puis sur la bonne façon de faire et les postures aussi à appréhender sur ces sujets. Ensuite, nous vous avons mis les 4 modules de formation. Donc, c'est vrai que tout à l'heure, je ne l'ai pas évoqué, mais effectivement, dans le rôle des établissements, il y avait effectivement toute cette partie sur l'obligation de former en tout cas les professionnels. Ça peut être effectivement des formations, comme vous disiez tout à l'heure, en présentiel, mais ça peut aussi être, et la circulaire effectivement va mettre le lien vers ces modules de formation en ligne. Ça veut dire qu'effectivement, déjà, ces modules de formation en ligne vous permettent en tout cas d'être sensibilisés et d'être informés sur différentes thématiques. C'est ça, ce sont des modules de formation qui sont sortis il y a peu, qui ont été travaillés du point de vue national et qui traitent du repérage et de l'accompagnement des victimes, de la compréhension du psychotrauma, des violences sexuelles faites aux personnes handicapées et des violences sexuelles faites aux enfants. Ces modules de formation sont gratuits, sont consultables autant que vous voulez en ligne. Ils sont très courts. On est sur du module qui dure 15-20 minutes. Donc, c'est bien pour un démarrage, pour le BABA. En tout cas, on vous invite à aller les consulter. Ils sont riches aussi d'apprentissage. D'autres liens que nous vous avons mis, fiche conseil HandiConnect, qui, pareil, hein, voilà, et oui, ça fonctionne. C'est chouette quand ça fonctionne. Donc voilà, la fiche, vous allez voir, elle va s'afficher parce que je viens de. L'écran est toujours partagé. J'espère que. Entre le moment où on clique et le moment où ça s'affiche. Voilà, ça y est, c'est bon. La fiche HandiConnect qui parle des violences faites aux personnes en situation de handicap, et en l'occurrence des violences conjugales et des violences sexuelles, qui reprend sur ce que sont les violences, les formes de violence, comment on les repère, quelles sont les conséquences psychotraumatiques des violences, à quoi on doit être attentif lorsque on a des personnes vulnérables en consultation, quels sont les points de vigilance dans le cadre du handicap, que doit-on faire en cas de violence. Voilà. On est sur une fiche récap qui est bien utile et qu'on vous invite à aller consulter. Vous avez également des fiches santé BD que vous connaissez sans doute. Hein, on vous a montré un recto tout à l'heure. Donc, vous avez le lien qui vous amène sur le site Santé BD et vous pouvez personnaliser donc les fiches selon les types de handicap que vous souhaitez. Et vous pouvez voilà, télécharger et imprimer sur les émotions, sur les violences, voilà, sur la prévention. Nous vous avons mis le lien vers le site internet de Cap Parents en Hauts-de-France, qui est donc un dispositif régional qui a un peu plus d'1 an, qui intervient sur l'accompagnement, sur la parentalité des personnes en situation de handicap, tout type de handicap. Donc, n'hésitez pas à aller consulter leur site et à les contacter. Ils ont des référents par département. Le site de l'URSSAFS, l'URSSAFS, qui n'est pas l'URSSAF, attention, c'est l'URSSAFS, c'est l'unité régionale de soins aux auteurs de violences sexuelles, qui est, alors en Hauts-de-France, on appelle ça l'URSSAFS, dans d'autres régions, peut-être que vous en avez déjà entendu parler, on appelle ça des CRIADS, mais l'objectif est le même. Donc l'URSSAFS est l'unité, donc, comme son nom l'indique, de soins qui s'occupent des auteurs de violences sexuelles et uniquement des auteurs. L'URSSAFS s'occupe des auteurs qui ont au moins 13 ans. En dessous de 13 ans, on est sur une autre unité du centre hospitalier de Lille, mais à partir de 13 ans, vous pouvez les contacter. Ils accompagnent donc les auteurs et aussi les établissements qui accompagnent ces mêmes auteurs. Et ils proposent également des formations qui sont gratuites, mais qui sont par contre sur site, sur ligne. Donc n'hésitez pas à consulter leur site internet, vous y trouverez plein de ressources. Le site d'Intimagie Hauts-de-France, on ne s'est pas réservé, on vous l'a mis une seconde fois.
Et pour finir, un exemple de charte. Comme son nom l'indique, c'est bien un exemple. Comme le disait Stéphie tout à l'heure, vous pouvez vous inspirer de cette charte qui est en FALC, qui a été créée par un organisme gestionnaire, une association, donc qui est en FALC, qui a été faite avec les personnes concernées. Donc c'est pour vous montrer que ça existe, pour que vous puissiez vous en inspirer. Voilà. Et aussi pour éviter de réinventer le fil à couper le beurre, encore une fois, hein, de ne pas tout prendre à zéro et de dire, voilà, qu'est-ce qu'on pourrait mettre dans une charte, à quoi ça ressemble une charte, et pour que ce soit un petit peu plus accessible pour vous. Voilà. On est arrivé au bout, et il est 15h30. J'arrête le partage d'écran. Voilà. La promotion de son spectacle. Quelqu'un qui fait la promotion de son spectacle, d'accord, merci. Voilà, nous sommes revenus en mode classique de présentation. Avant de se quitter, est-ce que quelqu'un a une remarque, une question par rapport à la présentation que nous venons de faire? Est-ce qu'on a été suffisamment clair et que la circulaire du 5 juillet 2021 n'a plus de secret pour vous? Apparemment, vous êtes venu. Ah, si. J'ai testé. Oui. Merci pour cette présentation. La question que je me posais, et finalement elle s'adresse aux professionnels participants, c'est est-ce que ils sont du coup ils se sentent un peu plus outillés sur la façon dont ces problématiques doivent être intégrées au niveau de leur politique d'établissement ou leur projet de service. Est-ce que, du coup, là, on est sur un cadre général, mais il ne faudrait pas compléter par peut-être des fiches mémo ou des fiches ressources par département qui feraient l'identification donc des acteurs auxquels ils pourraient s'adresser. Je pense notamment, on parlait des services de police judiciaire. Je sais que dans certains tribunaux, a priori, il y a des référents sur ces questions-là qui peuvent être contactés. Je pensais aussi au niveau des UAPED. Voilà, peut-être donner un petit peu plus de clés au niveau opérationnel aux équipes, ou en tout cas les orienter vers des formations donc un team agiliste, bon nombre d'organismes de formation, mais est-ce qu'il n'y aurait pas peut-être un classement à faire sur une formation qui est plus orientée sur le travail d'équipe, une formation qui est plus sur le travail sur le projet d'établissement. Voilà. C'est le moment d'enlever les initiales sur vos écrans et de montrer vos visages pour pouvoir répondre aux questionnements de M. Castelli. Que quelqu'un ait une réponse à apporter par rapport aux besoins territoriaux et besoins peut-être plus opérationnels? Apparemment, les participants du webinaire n'ont pas davantage de besoins, mais peut-être pour vous réfléchir à les repérer, notamment avec les référents, avec les référents ils seront peut-être un peu plus bavards à ce sujet. Est-ce que quelqu'un a une autre question? Non? Écoutez, en fonction des adresses mail qui ont servi à l'inscription de ce webinaire, vous recevrez donc le support qui vous a été présenté.
On fera juste 2 petites modifications. Il y avait une coquille sur 2022 et 2002. Et on ajoutera également l'information, une fois que nous l'aurons de la part de M. Castelli par rapport à la consultation du fichier. On rajoutera sans doute une slide pour pouvoir vous apporter ces éléments de réponse. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous solliciter ultérieurement. Ce sera un plaisir de pouvoir collaborer avec vous et vous répondre sur nos sujets. Voilà. Merci à vous en tout cas pour votre participation.